Ça me fait très plaisir de vous présenter Michel Rochon, qui travaille à Radio-Canada depuis un petit moment et qui est maintenant au téléjournal, à RDI Santé, et qui va vous parler de comment on fait du journalisme scientifique à la télévision. Donc là, vous allez avoir vraiment un point de vue encore différent de ceux que vous avez eu jusqu'à présent. Vous allez voir que je pense que Michel ne s'ennuie pas beaucoup dans ce travail. Bon, écoutez, Valérie m'a présenté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui m'avez déjà vu à la télé? Soyez francs. 1, 2, c'est pas pire. 3. D'avoir rejoint des gens de votre âge, c'est déjà bien, puisque on dit, les sondages disent qu'il y a de moins en moins de jeunes qui écoutent la télévision, qui sont beaucoup plus sur les nouvelles technologies, les médias sociaux. Alors, écoutez, merci de me recevoir. Là, vous recevez un cours théorique en journalisme scientifique. Moi, je le pratique depuis plus de 25 ans, près de 30 ans. Alors, j'ai eu la chance, moi, dans mon cheminement, de faire des nouvelles pour commencer. Et pendant 7 ans, puis après ça, de faire des affaires publiques, donc des documentaires, des reportages plus longs. Pendant près de 20 ans, l'émission de découverte. Et là, je retourne, c'était comme un retour en arrière pour moi. Mais en fait, un retour vers l'avant parce que je suis beaucoup mieux armé, vous allez le voir dans la journée que je vais vous présenter, que je suis un peu plus armé qu'avant, pour faire des nouvelles scientifiques et médicales au téléjournal. C'était le vœu de Radio-Canada, j'en suis bien heureux, il me laisse beaucoup d'espace et de temps pour faire mes reportages. Alors écoutez, je fais beaucoup de médecine parce que la médecine, c'est ce qui touche tout le monde, mais aujourd'hui, je vous amène autre chose. On s'en va dans l'espace, dans le cosmos ensemble. C'est la journée du 23 septembre qui vient de passer. Alors vous apprenez théoriquement comment le journalisme se pratique. Moi, je vais vous dire comment c'est dans la pratique. Des fois, c'est un peu différent, vous allez voir, c'est un choc. Je commence souvent mes journées ne sachant pas ce qui arrive. Alors, je suis arrivé à 9 h le matin dans la salle des nouvelles. C'est une immense salle. Un jour, vous devriez venir voir ça. Il y a 500 personnes là-dedans. C'est un immense cube. Il fait du web, la radio et de la télé là-dedans. Alors, il y a une réunion de production le matin à 9 h que je n'assiste pas, qu'il y a un groupe là, qui s'occupe de planifier les reportages de la journée. Moi, la veille, sur Internet, j'avais vu qu'il y avait un satellite de la NASA qui descendait. Mais je m'étais dit, bon, le téléjournal ne fera pas grand-chose avec ça, on n'a souvent pas d'image, ça les intéresse plus ou moins. Mais quand je suis arrivé à 9h10, mon affectatrice vient me voir, elle dit, Michel, le satellite. J'ai dit, le satellite? Oh oui, un satellite qui va tomber, oui, mais bon, c'est pas dans des zones habitables. Il y a peu de chances que ça ait de l'impact. On le veut quand même, on veut que tu fasses quelque chose. Alors, je suis à Montréal, je ne suis pas à la NASA. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous disait de faire quelque chose là-dessus? J'aimerais ça entendre votre opinion. Appel à la NASA. Appel à la NASA, ça c'est bon. D'autres idées? Il faut trouver des images. Ah, des images. Ben c'est ça, la télé, c'est un mélange d'informations et d'images savamment mis ensemble, donc c'est ça que j'ai fait. Alors, effectivement, il y a un numéro de relations publiques de la NASA qui répond aux journalistes. On téléphone. Cette fois-ci, ils étaient débordés parce que tous les médias de la planète s'intéressaient au sujet. Alors, on m'a référé au site web. Alors, il y avait un site web en temps réel où l'on donnait la position du satellite et qu'est-ce qui se passait avec une mise à jour relativement rapide de sa position et des risques de tomber sur le sol, parce que c'est un peu ça qui est le problème. Alors là, j'étais chanceux parce que dans mon passé, 10 ans auparavant, j'avais décidé de faire à l'émission de découverte un reportage sur les déchets de l'espace. Saviez-vous que à partir de la surface de la Terre à la 2000 km en hauteur, c'est une poubelle. Il y a des dizaines de millions de fragments de fusées, de satellites qui rentrent en collision l'un envers l'autre et qui ont créé un immense nuage. J'avais fait ce reportage-là en 2002. On était allé à la NASA à Houston. Donc, je connaissais les chercheurs et j'avais du visuel. Alors, je suis parti en courant, je suis monté au 6e étage de l'édifice, nous on est au premier.
où il y a l'émission Découverte. Je vous raconte ça parce que c'est fou comme ça, là. Ça va très très vite. Je vais vous montrer la rapidité d'exécution. Alors là, il est à peu près 9h30, j'ai déjà contacté la NASA. Ils ont un tout petit peu de visuel, mais pas beaucoup. Je monte en haut, je vais à Découverte. Là, je regarde dans les livres, je sors la cassette de mon reportage, je descends, je la numérise. Et là, je dois rapidement tenter de me mettre à élaborer un reportage. Je me rends compte que je n'ai pas suffisamment de visuel. Je retourne à 10h voir mes patrons. Je leur dis, je n'ai pas assez de visuel pour faire un reportage. Je n'ai pas de spécialiste au Québec qui peut répondre à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est une conversation avec du visuel en arrière-plan pour le bulletin de midi. On verra dans l'après-midi s'il tombe, si on a des choses. Je vais peut-être avoir plus de visuels et je pourrais vous faire un reportage pour 18h et 22h, qui sont les bulletins de fin de journée. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que on me donne 4 ou 5 minutes de temps de conversation. Alors, j'aligne sur mon ordi des idées. Alors là, il faut se rendre compte que ce que je vous parle aujourd'hui, c'est deux choses. L'art de s'exprimer en direct et faire un reportage. L'art de s'exprimer en direct, c'est véritablement l'art d'être concis. L'art de parler, de raconter l'histoire rapidement et aussi d'entrer en dialogue avec un animateur. Le pauvre animateur, c'est le voir malheureusement, je suis pas mal pris tout le plancher. Parce que, bon, souvent, ils arrivent que, parce qu'on a j'ai une rencontre, vers les 11h, je rencontre le chef de pupitre et je lui raconte, bon, voilà, on a telle information, il n'est pas encore tombé, il risque de tomber en fin de journée. Là, je raconte ce qui est le plus gros. C'est gros comme un autobus. Ça pèse 6 tonnes et demie. C'était un satellite que la NASA avait lancé en 90. Là, je me répète si vous allez le voir. Mais qui était là pour mesurer, entre autres, la couche d'ozone. Donc, ce n'était pas un satellite qui était banal, un satellite qui a beaucoup utilisé, mais en 2005, batterie, tout ça, bon, c'était fini. Et tranquillement, il descend. C'est la vérité de beaucoup de satellites en basse altitude qui ne sont pas équipés pour remonter le satellite, parce qu'il existe un orbite cimetière, ça, peu de gens savent ça. On peut monter des satellites tellement loin de l'attraction terrestre qu'ils peuvent rester là des siècles. Alors lui, normalement, il descend, il se décompose en une vingtaine de gros fragments qui doivent normalement brûler, parce qu'en rentrant dans la couche de l'atmosphère, à la vitesse à laquelle ça descend, parce que, bon, c'est autour de 4 km/s, ça va très vite, c'est bidule. Alors, ça prend feu, ça se décompose et ça tombe. Alors là, ce qui est toujours difficile, c'est que je pourrais parler comme ce matin pendant 20 minutes de ce maudit satellite-là et je dois raccourcir mon discours. Et ça, en communication scientifique, c'est très dur parce qu'en raccourcissant, il y a deux choses qui peuvent se passer. On peut commettre des erreurs sur le fond, et il y a des éléments d'information qui doivent être priorisés. Et c'est ceux-là qu'il faut chercher dans sa tête bien rapidement quand on a juste une heure ou deux, de dire, bon, j'ai à peu près 60 informations intéressantes. Quel est l'élément le plus important? Vous allez voir, là, parce que je vous le montre, ce qui est bien de possibilité de voir le produit, mais dans ma tête, je me suis dit, bon, pour le public à la maison, qu'est-ce qui est important de savoir? Quels sont les risques que ça tombe dans une maison? Que ça lui tombe sur la tête dans la rue? Le risque est calculé, la NASA fait des calculs, je ne vous les donne pas tout de suite, on va les voir. Donc ça, c'est de répondre à une question qui est l'inquiétude de la population. On aurait pu décider, face aux statistiques de la NASA, de ne pas faire le reportage, parce que vous allez voir, les statistiques sont minimes, infimes, mais effectivement, la réalité a fait en sorte que c'est tombé quelque part dans l'eau. Alors, mais quand même, moi, je trouve que c'était d'intérêt public parce que c'est rare qu'on parle du phénomène des déchets de l'espace. Et ça me donnait une vitrine à un public qui n'est pas le public de Découverte. À Découverte, on a 600 000, 700 000, 800 000 téléspectateurs qui triplent là-dessus. Moi, je me suis dit, ben là, j'ai un autre public qui n'est peut-être pas conscient de ça. Et si je peux amener un peu d'informations à ce niveau-là, peut-être que les gens vont soudainement prendre conscience de l'importance du phénomène, parce que le phénomène, il risque de se reproduire. Et peut-être qu'un jour, ça va effectivement tomber sur la Terre. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Alors, on priorise, on trouve cette information-là, ensuite on se dit, quel est ce satellite? C'est une information intéressante, comment est-ce qu'on mesure la couche d'ozone?
c'est quand même, ça prend de la technologie, c'est pas mesuré comme ça, c'est mesuré à partir de satellites dans l'espace. Donc, il y a un paquet d'informations secondaires qui ne sont pas véritablement d'ordre, comment je dirais, d'ordre prioritaire pour le grand public. Comment ça se démonte, comment c'est détruit. Tout ça, moi, dans le temps que j'ai pas le temps. Si on me donnait 5 minutes ou 10 minutes de temps d'antenne, je pourrais le faire, mais là, je ne l'ai pas. Alors, vers les 11h20, je rencontre l'animateur. Là, on discute des questions, ça va, là, je vais me faire maquiller, je vais me faire pouponner. Puis là, à midi, je monte. Et là, je vais livrer de façon la plus succincte et la plus punch possible cette nouvelle-là. Alors, on va l'écouter ensemble. Un satellite américain de la taille d'un autobus doit retomber sur Terre aujourd'hui. Sa trajectoire précise n'est pas encore connue, mais la NASA estime que l'Amérique du Nord devrait être épargnée et que les probabilités que les débris tuent quelqu'un sont de moins de 1 %. J'en parle avec mon collègue Michel Rochon. Bonjour, Michel. Bonjour, Sébastien. C'est quoi ce satellite? Pourquoi il tombe? Bon, écoutez, des satellites, une fois qu'ils ont une vie utile de terminée, il faut faire quelque chose avec. Alors, celui-là, il est gros, vous avez raison, il y a 10 mètres, 3 mètres, plus de 6 tonnes. Alors, il ne fonctionne plus depuis 6 ans. Donc, tranquillement, il perd de l'altitude et là, il va rentrer dans l'atmosphère. Les plus récentes nouvelles de la NASA, c'est qu'il y a des risques que ça tombe effectivement sur l'Amérique, mais les risques sont faibles. Là, il a un peu changé sa trajectoire, il ralentit, il va tomber. Il va se désintégrer en 23 morceaux. Donc, ces morceaux-là vont tomber. Il y a 70 % de la Terre qui est de l'eau. Et ce qu'on a comme Terre, bien, les zones habitables sont quand même très faibles en termes de superficie. Donc, les chances que ça tombe sur la Terre sont d'une chance sur 3200. Et les chances que ça nous tombe sur la tête, Sébastien, vous et moi, c'est une chance sur 1 trillion, selon la Il NASA. semble qu'on a 1 million plus de chances de gagner à la loto. Alors, si vous vous faites frapper par un débris, achetez un billet de loto. Oui, exact. Mais tout ça soulève la question des déchets de l'espace. Et ça, peu de gens savent. Parce que c'est une poubelle, l'espace, non? Bien, il y a plein de déchets. Après plus d'un demi-siècle d'exploration spatiale, c'est devenu une poubelle. Pour vous donner un peu l'ordre d'idée, il y a à peu près 20 000 morceaux qui sont plus gros que 10 cm. Donc, c'est énorme. Il y a un demi-million de morceaux qui ont entre 1 cm et 10 cm. Ils viennent d'où, tous ces morceaux? Alors, tous ces morceaux viennent, entre autres, au tout début des lanceurs, Apollo, Gemini, la construction de la station, chaque fois qu'un astronaute sort par un tournevis, tout ça. Les satellites, entre eux, sont rentrés en collision à de nombreuses reprises. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a pollué. Et il existe un droit spatial, il y a un droit de l'espace. Là, regardez, on les voit, là, ces débris-là, qui, quand ils entrent en collision à la vitesse de 7 km/s, un simple petit morceau d'1 cm peut faire sauter la navette. Alors, on les retrouve, la plupart de ces déchets-là, dans environ entre 800 et 850 km d'altitude. Ce qui arrive, c'est qu'avec certains satellites, quand ils sont terminés, on peut les mettre dans une espèce d'orbite cimetière. Donc, il existe une orbite cimetière, on les monte. Il y a un cimetière dans l'espace. Il existe un cimetière, donc en très haute altitude, à plus de 1000 km, bien en haut. Et là, ils peuvent rester là plus d'un siècle. À un moment donné, ils vont retomber. Non, mais comment on les amène là, dans le cimetière? Alors, ils ont, si on regarde un satellite, souvent, on leur ajoute une petite fusée. Ah bon? Une légère fusée avec un peu de carburant et on leur donne une poussée. Et là, ils montent. Alors, c'est comme ça qu'on essaie, dans les nouveaux satellites, tout au moins, de les mettre dans des orbites cimetières. Sinon, ils vont effectivement redescendre et retomber. Alors, historiquement, il n'y a jamais eu de dommages causés par des satellites. La plupart se désintègrent en tout petits morceaux. Oui, on a déjà vu des morceaux tomber sur la Terre, mais personne n'a été blessé. Donc, historiquement, pour l'instant, on a un bon dossier, mais avec les millions de morceaux qui existent, c'est un problème. Il y a des projets qui existent pour tenter de ramasser ces déchets-là, mais ça coûterait des milliards et des milliards. La NASA a un gros problème sur le dos. Et donc, pour ce satellite d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement où il va tomber, n'est-ce pas? Où les morceaux vont tomber. Alors là, d'heure en heure, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On attend ça cette nuit ou demain matin, nous a-t-on dit, avec un risque faible que ça touche l'Amérique, sinon ça tombe dans l'océan. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie, Bon après-midi. Merci, bon après-midi. En fait, je vous avais tout dit avant, vous n'avez rien appris de neuf ou presque quelques petites choses.
Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce genre d'exercice de vulgarisation? Est-ce que c'était clair? Oui? Moi, je me demande juste à quel point votre texte est écrit. Est-ce que c'est juste des idées? Vous avez juste une feuille? Alors, c'est ça. Je m'assois à l'ordi, en fait. Comme j'ai dit, je priorise mes idées. Mais je fais juste écrire une idée, un tiret, une idée, un tiret, une idée, un tiret, une idée. Et là, je me mets toutes les idées en tête, je les mémorise d'une certaine façon. Et quand j'arrive, vous avez vu, là, je ne consulte jamais mes feuilles, je n'ai pas de feuilles, en fait, je jase. Naturellement, plus on a de temps, mieux c'est, hein, parce que si j'avais tout appris ça à 11h30 pour midi, c'est certain que je n'aurais peut-être pas eu le temps de me le mettre en bouche et peut-être que j'aurais consulté ma feuille. Mais là, c'est un sujet, comme je vous dis, que je maîtrisais bien, puisque j'avais déjà moi-même fait un reportage à la NASA sur ce sujet-là. C'est un sujet que je maîtrisais déjà. Et c'est un peu l'avantage d'être vieux, d'avoir un peu de métier. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand, mettons, vous oubliez? Ah. Là, c'est que ça sort pas. C'est pas encore arrivé. Jusqu'à date, ça va bien. Ça fait juste 2 ans que je suis au téléjournal. J'en fais à peu près 3-4 par semaine, ce genre d'intervention en studio. Et pour l'instant, ça va. Là, mon doux, c'était très long. Je réécoute ça, je me dis, mon doux, Radio-Canada est généreux avec moi. Je pense que ça devait faire 5 minutes. Donc, j'ai beaucoup de temps d'antenne. Souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on me donne, comme là, j'en ai fait un dimanche soir, j'avais 20 secondes. 20 secondes. Et là, en 20 secondes, c'est un cataclysme dans la tête. Et puis en plus, on porte un téléx et en arrière, bien, on entend le réalisateur, l'assistante à la réalisation qui nous dit 10, 5, fini, dépasse, fini. Et ça m'a pris 30-35 secondes. Alors je l'écoute plus. Non, je peux pas. J'ai eu une grande phrase à lâcher, je vais la lâcher. Et ils le savent, hein, ils me donnent 20 secondes en sachant bien que souvent ça dure 30 et ils laissent tomber des textes à la fin parce que l'émission doit se rendre à la fin de l'heure. Alors souvent, ils laissent tomber des choses à la fin. Mais je pense que la meilleure façon, ce que j'essaie de dire aux jeunes qui commencent, qui font de la télé, et ça, c'est à force d'en faire, mais pas beaucoup. Si vous le faites 10, 15, 20 fois, vous allez arriver. C'est d'avoir une conversation avec la personne. Alors, il faut laisser tomber le plateau, les caméras, le caméraman. C'est Sébastien Bovet que j'ai devant moi et c'est à Sébastien que je parle. Et dès qu'on fait ça, qu'on établit un contact visuel dans le regard et qu'on se dit, bien là, je fais une converse comme je fais là, eh bien, on y arrive. Et là, on dédramatise. L'important, c'est de dédramatiser le studio. C'est certain que c'est imposant, là, c'est un podium qui est très, très haut, perché, puis il y a un escalier pour monter. On sent vraiment qu'on monte sur un trône. Et Sébastien est là, il y a 3 caméras, 3 caméramans. Et beaucoup de lumière. Mais je pense que l'important, c'est de... Vous le voyez, la façon dont je fonctionne, je suis vraiment dans les yeux de Sébastien et je jase. Il n'y a pas de miracle autrement que la pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce petit bout? Étant donné que c'est un sujet très, très technique, est-ce que vous ne gardez pas quand même vos notes quelque part au cas où il y a un petit truc de l'époque? Bien, je conserve tous mes textes depuis que je suis à Radio-Canada. Donc, dans mon ordi, j'avais le texte de reportage que j'avais fait pour Découverte, que j'ai sorti, que j'ai imprimé. Et là, j'avais toutes les statistiques, j'avais tous mes chiffres. Je suis retourné sur le site des débris de la NASA et les chiffres avaient un petit peu varié. Je les ai ajustés parce que ça faisait 10 ans. Il y a eu plus de débris encore. Alors, j'ai réajusté mes chiffres. Mais je pense que c'est un peu, pour moi, c'est un success story de pourquoi je suis retourné au téléjournal. Parce que là, toute l'historique que moi j'ai vécu à force de faire de la science à Radio-Canada, bien là, ça a été payant. Un jeune de 20 ans qui serait arrivé n'aurait peut-être pas eu la fait. Il l'aurait fait, sûrement, mais pas avec autant de facilité, avec autant de. Je peux expliquer des choses un peu plus que quelqu'un qui n'a jamais touché au sujet. Je veux dire, en direct, est-ce que vous avez vos papiers quelque part? Non. Ça ne marche pas. Non. Non. J'ai pas besoin. Beaucoup en ont. Naturellement, les animateurs ont un télésouffleur et ont leur texte en cas que le télésouffleur tombe. Et eux, ils lisent carrément dans la lentille les textes.
mais ils connaissent leurs textes, parce qu'ils prennent du temps pour les lire et les préparer. Parce que si Sébastien me faisait entièrement confiance, il ne connaissait pas le sujet, alors il a posé une question. Vous avez une posé une deuxième. Justement, j'allais dire, il n'y a pas eu de relance pendant que Non, vous il m'a parliez. relancé une seule fois. Une seule fois. Ouais, c'est tout. C'est tout. Alors moi, si vous avez d'autres questions? Fait que là, je suis débarqué à midi 20. Je me suis dit, pfiou, la journée est finie. Fait que là, je m'en vais à mon bureau chercher de l'argent pour un lunch. Je passe devant, j'aurais jamais dû prendre ce chemin-là, mais il m'a rattrapé. Le chef de pupitre du téléjournal 18h m'a dit, Michel! Je dis oui. C'était bien bon ton direct, mais il y a une autre histoire aujourd'hui. J'ai dit quoi? Les neutrinos, là, le CERN vient de démontrer que les neutrinos vont plus vite que la lumière. Il faut que tu nous fasses un reportage. J'ai dit midi et demi, tu fais ça pour 5 heures? Il dit oui. Puis il dit en plus, je veux que tu nous suives le satellite, puis je veux les 2 sujets pour 6 heures. Ouf! J'ai quand même 52 ans, il y a des journées, je trouve, plus dures que d'autres. Alors, je suis allé prendre mon petit lunch et de retour, après avoir mangé à 1 heure, donc ça me donnait une fenêtre qui était relativement courte. Je suis monté en haut, encore à découverte. On dit découverte me suit tout le temps. Parce que j'ai eu la chance, dans le passé, encore à découverte, à suivre les chercheurs qui ont tenté de mesurer la masse manquante de l'univers dans le grand observatoire de neutrinos dans la mine de cuivre de Sudbury. Alors, je ne sais pas si vous avez vu True Story. Est-ce qu'il y en a qui ont vu True Story? Bon, ben c'est cette mine-là, cette pauvre mine, sombre mine, où je suis descendu, là, tout costumé, là, puis on descend dans le fond du trou. Et là, on marche, un demi-kilomètre, il fait noir, on voit les grosses machines, on voit les gars travailler. Soudainement, au fond d'un corridor, il y a une porte blanche. Le blanc dans une mine, c'est très rare. Alors là, on entre, et là, on se déshabille, on prend une douche, et on revêt des vêtements tout blancs. Et là, il y a une grande porte qui s'ouvre, et là, on rentre dans un immense laboratoire scientifique, tout blanc. Et eux, leur défi, c'est la poussière, vous comprendrez bien. Là, j'ai eu la chance de passer une journée avec les chercheurs pour essayer de... Alors, les événements de neutrinos, je connais ça, je connais un peu la problématique, ce qui m'aide. Alors, je suis monté en haut, je suis allé chercher mon reportage, je suis descendu en bas, et là, je me suis assis avec... il y a une personne qui s'occupe de l'international à Radio-Canada. Et on a regardé qu'est-ce qui existait, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, ils veulent un reportage. Alors, je me sens, je dis oui, j'ai mes images. Allons voir ce qui existe dans le monde. Alors, il y avait Antenne 2 qui avait fait un petit reportage de 2 minutes. Et là, je vous parle vraiment de la mécanique de faire de la télévision. Ça coûte cher. C'est des centaines de dollars la seconde quand vous prenez des images d'Antenne 2. Eux, ils ne les donnent pas. Par contre, Radio-Canada a des ententes contractuelles annuelles avec Reuters. Et là, on est allé voir Reuters News. Et sur Reuters News, il y avait des images et des extraits d'entrevues disponibles. Alors, j'ai dit bingo, je vais prendre mes images, les images de Reuters, les entrevues, et je vais vous faire un reportage. Donc, je me suis assis, et là, j'ai... Regardez comment eux avaient... Parce qu'il y a plusieurs façons de raconter cette histoire de neutrinos-là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Est-ce que je suis pas pire dans mon temps? Oui. Bon. Alors, les neutrinos sont ces particules... Au moment où on se parle, il y a des milliards de neutrinos qui passent au travers de la classe. Vous en avez des milliers qui passent à travers vous. Particules que l'on avait mis sur le banc des accusés dans les années 90-2000 comme étant peut-être la masse manquante de l'univers. Parce que dans les grandes théories, sur l'univers, il nous manquerait un bon 80-90% de la masse selon les équations. Alors on cherche. Là, c'est le boson de Higgs actuellement au CERN qui est la particule cible, mais dans les années où moi je suis allé, c'était véritablement le neutrino. Alors on a découvert que non, ce n'était pas la masse manquante. Ça n'avait pas de masse cette affaire-là, mais il y en a tellement que ça veut dire que si on additionne tous les neutrinos de l'univers, peut-être que c'est ça qui nous manque. Mais c'est pas ça. Alors, je pouvais commencer parce que n'oubliez pas que j'ai 1 minute 50 secondes pour raconter des neutrinos plus vite que la lumière. Est-ce que vous allumez? C'est court en tabarnouche. C'est presque rien. C'est aussi vite que la vitesse de la lumière tant qu'à moi.
je peux commencer par raconter l'histoire des neutrinos. Vous avez vu comment ça a pris de temps? Pfiou. Et je pourrais commencer comme ça. Je pourrais aussi commencer en racontant l'histoire, bien, vous savez, il y a Albert Einstein, ce grand chercheur qui, au début du 20e siècle, a fait la relativité restreinte, puis dans son modèle, c'est qu'il n'y avait rien de plus vite dans l'univers que la lumière. Et là, soudainement, des chercheurs arrivent à prouver que non, on est capable de mesurer des particules qui vont plus vite que ça. Ou j'aurais pu commencer par la nouvelle. Monsieur le chercheur vient de découvrir ça, une clip de lui. Et là, s'il faut que tu regardes dans les 3 choix que j'avais à moi, qu'est-ce que je pouvais raconter? Je ne vous le dirai pas parce que là, je vois les punches. Vous me direz si ça a marché. J'avais 3 choix et là, quand on n'a pas beaucoup de temps, parce que j'ai à peu près, il faut se dire que j'ai à peu près 1 heure pour écrire. Parce qu'après ça, il faut que je passe avec mon texte. Là, je prends mon texte, là, vous autres ne connaissez pas ça. Là, vous êtes fiers, là, en 1 heure, vous avez écrit un texte qui va être lu en 2 minutes. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle un vetteur. C'est le mot, ne cherchez pas dans le dictionnaire, c'est un mot radio-canadien. Ça veut dire un correcteur de texte. Alors ça, il faut que je passe à l'imprimatur du correcteur de texte. Alors lui, il regarde ça. Et lui, il a un mandat assez spécifique. C'est à la fois la qualité du français, à la fois la scénarisation et à la fois les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. 3 mandats. Lui, il te fait ça en moins de 2 minutes. Ces gars-là sont pas mal rapides, c'est des gars dans la cinquantaine, même soixantaine pour eux. Et ils regardent ça, là, puis ensemble on jase. On regarde ça, souvent je le lis devant lui. Donc en lisant, ça c'est intéressant parce qu'on a déjà le ton. Est-ce que mon ton est direct? Déjà, quand on fait un complément d'objet direct dans la phrase et tout ça, on est mieux en télévision de faire des petites phrases courtes qu'une longue phrase. Je suis certain qu'on a déjà passé à travers tous ces idées-là, mais vous allez voir dans le reportage comment je l'ai rédigé. Là. Donc, lui, quand il voit ça, il a un œil particulier parce que Michel, il va raconter sur le journal qu'il y a des neutrinos qui vont plus vite que la lumière. Il y a 1 minute 50. Je me suis toujours dit dans ma carrière que la télévision, c'est un médium qui n'est pas là pour faire de l'éducation. Je ne peux pas vous instruire réellement sur qu'est-ce qu'un neutrino. Mais si j'ai pu être assez clair pour susciter chez vous un intérêt, après ça, ça vous tente d'aller sur le web, d'aller à la bibliothèque, d'en parler avec vos amis. Fantastique, j'ai fait mon boulot. C'est ça que je veux. Je vais être un déclencheur de curiosité, un déclencheur d'idées. Et moi, je dois en savoir plus que ce qui est écrit. Parce que quand on arrive pour écrire, c'est un entonnoir. Hein? J'en parlais tantôt, il y a des éléments qui sont périphériques, mais tout ça, je dois aller à l'essentiel. Mais pour aller à l'essentiel, je vais large dans un premier temps. Ensuite, c'est l'entonnoir. Puis là, il y a toujours Patrice Roy, qui me talonne parce qu'il veut que je parle du satellite. Puis là, le satellite, on ne savait pas à quelle heure. Puis là, la NASA changeait ses chiffres tout le temps. C'était comme, il va tomber dans 1 heure. Non, on s'excuse à cause des vents solaires, des éruptions solaires. Ça a un impact sur sa position. Puis là, il commence à faire des culbutes, puis il ne se désintègre pas aussi vite qu'on pensait. Puis on ne sait plus... Moi, sur l'heure du midi, on était sur l'impression que vers la fin de la journée, il était pour tomber. Ça fait que là, je me suis dit, ben là, je vais avoir des images où on pourra faire quelque chose de plus. Alors, mais je suis allé voir les gens du 18h, j'ai dit, je ne peux pas vous faire 2 reportages, il faudrait qu'on me clone. Je ne peux pas en faire 2, là. Alors, on a opté pour les neutrinos en reportage et les débris, s'ils étaient là ou pas encore du satellite, en converse. C'est que Patrice a opté, parce qu'il aime bien ça jaser avec moi, pour une double converse. Converse pour parler des neutrinos et parler du satellite en plus du reportage. Fait que ça a donné un gros bloc que vous allez voir immédiatement. Et là, quand tu arrives à ton texte VT, là, tu t'en vas en courant dans une salle de montage. Et là, tu as un monteur ou une monteuse qui est devant toi qui ne sait pas de quoi tu parles. Moi, ce que je fais habituellement, là, c'est un briefing. J'ai dit, là, je raconte l'histoire devant elle, sans papier, sans rien. Je lui dis, bon, ben là, il y a des neutrinos. Puis là, la fille, elle me regarde, petit quoi, petit père. Et là, je suis obligé de lui raconter rapidement. Je dis, on a telle source. Alors là, on sort les sources visuelles, on sort toutes les bins, puis on les examine ensemble rapidement. Alors, tout est sous forme de petits fichiers. On regarde les fichiers. Et là, je lui suggère, parce que moi, j'ai une colonne texte,
puis j'ai une colonne vidéo. Alors là, j'ai mes indications vidéo. J'ai dit, si on commence comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit ça a de l'allure. Alors, une fois qu'on s'entend sur un plan de match, je vais faire la narration dans une boîte. Tu rentres, c'est tout petit, il y a juste un micro, il y a juste une lumière, il y a un piton. Et j'ai des écouteurs, et là, je lance mon texte. La plupart du temps, la première prise est toujours la meilleure. Si je ne me trompe pas, habituellement, je le fais d'un seul coup. Et ensuite, on revient. Et là, on commence à étendre les images. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met... Il y a plusieurs façons de monter. Je ne veux pas rentrer dans un étude de montage. Nous, à Radio-Canada, on a tendance à mettre VO1, clip, VO2, clip, VO3, clip. S'il y a un plateau, on met le plateau au bout. Ça nous donne déjà sur un timeline, une ligne directrice de la durée. On sait que ça fait une 50, on est correct. Parce que moi, j'ai un logiciel qui calcule le nombre de secondes selon le nombre de mots, mais des fois, c'est pas toujours exact. Et puis là, on met... Alors, vous allez voir dans le reportage, on va en parler après, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas le droit sur le plan éditorial, et vous allez le voir après le visionnement. Donc, c'est la course contre la montre. Là, il est 4h30, on a juste la moitié du reportage, le téléphone sonne, il va être prêt pour 5h, oui, on essaye, blablabla. Alors là, c'est vraiment la course, on essaie de le monter le mieux qu'on peut, on ne fait pas d'effets, si on a du temps, on fait des effets, on fait des mix. On essaie d'ajuster le son, mais on essaie de faire le plus gros, le plus vite, parce que souvent, on est dans la salle, puis on l'envoie direct de la salle, en ondes. Ça, ils n'aiment pas trop ça, là. Ils aiment mieux qu'on l'achemine dans le système avant. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de problème. On a fait une première version pour 5 heures, qui n'était pas la meilleure, donc j'ai retravaillé 5 heures à 6 heures pour la préparer. Là, il faut que j'aille voir Patrice. Patrice, on va jaser de ça, OK, là, on fait un plan de match sur quoi on va jaser. Là, je m'en vais sur Internet voir qu'est-ce qui arrive avec le satellite. Il est-tu tombé, ce satellite-là? Il n'est pas tombé. OK, là, je prends les plus dernières informations les plus fraîches, je m'en vais en ondes, je suis aux nouvelles, moi, là, il faut que je sois le plus près possible. Je ne peux pas dire, je vais prendre mon information 3 heures, puis c'est fini, là. Peut-être que je vais aller en ondes, je vais dire, il n'est pas encore tombé, puis il est tombé, alors à 6 heures, j'étais encore sur le web. Je me fais maquiller, je mets mon micro, je mets mon téléx, je monte, le reportage est diffusé et je suis en conversation avec Patrice. On regarde tout ça. Vous avez vu des questions avant? Oui. Mais les chercheurs ne sont pas, encore pas sûrs sur les neutrinos, je pense que ça se peut. Non, ben voilà. Ben ça, on pourra en parler après, là. Même ce matin, il y avait un magnifique article dans The Guardian, là, où il y a d'autres équipes dans le CERN qui prétendent que non, c'est pas vrai, même si hier, on a annoncé qu'on avait refait l'expérience et qu'on était arrivé au fait qu'il était plus rapide. Là, il y a une autre équipe à l'intérieur du CERN qui dit que non. Alors, j'ai un cousin qui est au CERN, qui est physicien nucléaire, et on est amis sur Facebook, et puis on a des converses. Je pense que ça va prendre encore quelques années, là, si on est loin de la coupe polaire. Je vais vous parler de comment on mesure ça, ces neutrinos-là, c'est pas évident, là, très difficile à mesurer. Alors, regardons ça. Alors, on croyait que rien dans notre univers n'était plus rapide que la lumière. Eh bien, une équipe de scientifiques en Suisse vient de briser cette certitude en mesurant la vitesse de particules, les neutrinos, un peu plus de 300 000 km à la seconde. C'est même difficile à imaginer. Une découverte qui pourrait changer la physique moderne. Michel Rochon explique, puis il est avec nous après. Le Big Bang, la création de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. Temps, espace et matière sont apparus d'un seul coup. Et surtout la lumière, beaucoup de lumière. Un homme au début du 20e siècle démontre que rien dans l'univers ne voyage plus vite que la lumière. À partir de cet énoncé qui a rendu Einstein célèbre, on a élaboré une bonne partie de la physique du 20e siècle. Mais voilà qu'un groupe de physiciens qui travaillent au gigantesque accélérateur du CERN font un pied de nez à Einstein. Ils ont accéléré des particules, des neutrinos, et les ont fait parcourir un long voyage souterrain entre la Suisse et l'Italie. Résultat, les neutrinos ont voyagé plus vite que la lumière. Sous cette distance, on a observé que les neutrinos ils ont une anticipation de 60 nanosecondes, ça veut dire 60 milliardièmes de secondes,
par rapport au temps qui sera pris par la lumière pour parcourir la même distance. Ce n'est pas beaucoup. Entre Lausanne et Turin, soit 730 km, les neutrinos ont parcouru 20 mètres de plus que la lumière dans le même temps. Les neutrinos sont des particules très abondantes. Elles émanent du cœur de notre Soleil et nous bombardent continuellement. Ces résultats, qui ont été mesurés pendant 3 ans par l'équipe du CERN, viennent chambarder notre compréhension de l'univers. Il se peut que ça soit la première fenêtre un petit peu sur cette nouvelle physique qui serait effective au moment du Big Bang. Et donc, ça a des conséquences extrêmement importantes pour notre compréhension de l'univers, la compréhension de l'espace et la compréhension du temps. Il reste maintenant à d'autres équipes de reproduire ces résultats avant de conclure que le phénomène est bien réel. Et si c'est le cas, ce sera le début d'une nouvelle physique. Alors, vous le dites, Michel, le début peut-être d'une nouvelle physique. Bon, il faudra reproduire ça d'abord, première chose. Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi, justement, c'est le début d'une nouvelle physique, d'une révolution? Parce qu'au tout début du 20e siècle, Albert Einstein avait dit dans sa théorie de la relativité restreinte qu'il n'y avait rien qui voyageait plus vite que la lumière. Et il a basé toutes ses équations autour de ça. Le célèbre E égale mc2 fait partie de ça. Donc, en physique du 20e siècle, c'était comme un paradigme qu'il ne fallait pas changer. Eh bien, ça, cette découverte-là est importante parce que là, soudainement, qu'est-ce qui arrive? Des choses qui vont plus vite. Ils vont où, ces particules-là, quand ils dépassent la vitesse de la lumière? Ça pose des questions. Dans d'autres dimensions, il y a même des scientifiques qui parlent de ça. Voilà. Alors, on avait de la difficulté, de toute façon, à tout mettre le puzzle ensemble, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il y avait des hypothèses sur des univers parallèles. Actuellement, la physique émet toutes sortes d'hypothèses qui relevaient de la science-fiction auparavant. Mais là, on a dit, il y a peut-être, pour répondre à toutes les équations, il doit y avoir d'autres univers. Est-ce que ces particules-là font partie de ça? On ne le sait pas. Alors, c'est une chose qu'on devra vérifier si l'on veut véritablement s'assurer que ce qu'on vous raconte ce soir est peut-être un artefact, mais il semble que ce n'est pas le cas. Ils ont fait des milliers de mesures avant d'aller devant le public pour s'assurer que ces chiffres-là sont réels. Donc, ça va bouleverser la physique. Il va falloir réécrire les manuels, revoir ces équations-là. Il y a plein de physiciens qui vont revoir les équations d'Einstein à la lumière de ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça a des conséquences sur notre compréhension de ce qui est arrivé aussi dans l'histoire, vous en parliez depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. On va mieux comprendre d'une certaine... On pourrait, en tout cas, comprendre différemment ce qui nous entoure. Oui. Bien, le E égale mc2 a donné, entre autres, la bombe atomique, l'énergie nucléaire. Donc, ça marche, son équation, d'une certaine façon. Mais là, on avait de la difficulté à attacher les ficelles, si vous voulez, entre ce qu'Einstein exprimait de l'infiniment grand et ce que la mécanique quantique expliquait d'infiniment petit. Et peut-être que là, la découverte d'aller plus vite que la lumière pourrait rattacher ces deux choses ensemble. Vous parlez de l'infiniment petit. Il y a des choses quand même assez grandes. On change de sujet, on reste dans la science, qui flotte actuellement au-dessus de nos têtes, qui vont tomber dans quelques heures. Donc, un satellite qui va se morceler quand il va entrer dans l'atmosphère. Expliquez-nous. Bon. Alors, c'est un gros satellite, gros comme un autobus, 10 mètres, 5 mètres, 6 tonnes. C'était un satellite très utile qui a aidé à la NASA pendant des années à mesurer la couche d'ozone, en fait. Alors, de 1991 à aller jusqu'en 2005. Et là, l'équipement était désuet, le satellite était désuet. Alors, il a tranquillement descendu d'orbite. Et là, il va se décomposer ce soir, cette nuit ou demain matin. La NASA n'est pas encore certain parce que là, il commence à faire une entrée. Il est à peu près à 100 km au-dessus de l'atmosphère. Il commence à rentrer dans l'atmosphère, il commence à changer d'orbite, il commence à bouger. Il va commencer à se désintégrer lentement. On prévoit à peu près 26 gros morceaux qui vont se détacher de cette chose. On sait déjà en combien de morceaux il va éclater. Oui, c'est ça. On sait les faiblesses. On sait les faiblesses structurelles de ce genre d'objet-là. On prétend qu'il a un risque de tomber sur l'Amérique, mais fort heureusement, on pense qu'il va tomber fort probablement dans le Pacifique. Donc, tout ça, en fait, soulève la question des déchets de l'espace parce que des satellites... J'allais vous demander si ce n'est pas exceptionnel qu'on reçoive des déchets de l'espace. Dans ce cas-ci, c'est plus gros? C'est pour ça qu'on en parle davantage? On en parle, c'est plus gros. Il y a déjà des gros morceaux qui sont tombés. Skylab, c'est déjà complètement désintégré. Il y a des morceaux qui sont tombés sur Terre. Les risques sont faibles. 70 de la planète, c'est de l'eau. Ce qu'il y a de zones habitables, c'est très petit en termes de dimension.
Il y a une chance sur 1 trillion que ce soir, pendant notre direct, ça soit là. Oui, cet objet-là tombe sur nous. Donc, les chances sont faibles que l'on soit touché, Patrice et moi. Donc, les chances sont faibles. On en parle parce qu'il y a tout un débat. Il y a plus de 3000 satellites actuellement qui roulent, rentrent en collision. Il y a des millions de déchets. Il y a 20 000 déchets qui ont plus de 10 cm de long. Tout ça est un problème, c'est un fouillis. L'espace près de la Terre commence à devenir un dépotoir, une poubelle. Donc, il y a une réflexion à faire. Il existe un droit actuellement, à McGill, entre autres. Il y a plusieurs avocats qui se penchent sur le droit de l'espace et plus particulièrement, si jamais un accident arrive, qui est responsable? Qui est responsable, exactement. Ouais, ouais. Bien, Michel, on va se coucher moins nono ce soir, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. On va espérer qu'il tombe, comme vous dites, dans l'eau. Oui. Mais les probabilités sont très grandes, encore une fois. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Philippe, d'ailleurs, on peut suivre tout ça en direct sur le web. Vous pourrez passer la nuit debout, si vous voulez, à suivre la trajectoire. La NASA, sur son site web, donne toutes sortes d'informations. Il y a une page Twitter aussi, un compte Twitter où on fait beaucoup de mises à jour. Quelqu'un a aussi créé une application avec Google Earth. Donc là, vous pouvez voir la trajectoire. Vous pouvez voir aussi... Bon, je l'ai perdu. Vous pouvez voir la trajectoire, elle est là. Et voir aussi le point blanc, ça, c'est l'endroit où, théoriquement, ça pourrait être visible. Alors, mon collègue Vincent Gros a préparé une chronique là-dessus. Je vous ai mis ça sur Facebook. Vous pourrez aller examiner tous les liens qu'il propose. Merci infiniment, Philippe. Voilà. Alors, avec Patrice, il y a une énergie sur le plateau. Patrice est un gars plein d'énergie et il m'a posé des questions qui n'étaient pas dans le plan de match parce que souvent, lui, il lui arrive une idée et là, il part. Et là, je suis obligé de... On est vraiment dans une conversation, comme je racontais tantôt, l'importance de sentir qu'on est juste, en fait, deux amis qui parlons ensemble. J'essaie de vous convaincre, j'essaie de vous expliquer, et j'oublie le reste. Je suis obligé d'être flexible. Patrice voulait vraiment que je répète comment c'était pour changer, effectivement, notre vision de l'univers une deuxième fois, parce que je me suis répété une deuxième fois. Peut-être parce qu'il trouvait que c'était pas assez clair la première fois, parce qu'il y a tellement de prérequis de physique fondamentale sur la mécanique quantique, les supercordes et les univers parallèles. Et tout. Il y a tellement d'informations que le défi pour moi, c'est de tenter de rendre ça simple, mais je sais qu'en le faisant, il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout compris, d'où son gag de la fin peut-être, on va se coucher moins niaiseux. Mais c'est un peu le défi. Alors là, j'aimerais ça avoir votre feedback sur... Mais soyez si vous n'avez pas aimé ça, vous avez des critiques. Est-ce que c'était clair pour vous, là, tout ce bloc-là? Moi, j'ai une question. Oui. Les bouts avec les chercheurs français, d'où Oui. ils ont été? Reuters. C'est Reuters? C'est Reuters, oui. Ouais. Parce que, vous voyez, bon, alors, souvent, ce qui arrive, on a des Québécois qui, souvent, se prêtent au jeu de commenter. Tout dépend à quel moment la nouvelle est sortie et est-ce que ça a été publié ou pas dans la littérature scientifique. Alors, pour des physiciens comme ça, des fondamentalistes, d'avoir accès à l'étude, à 1h de l'après-midi, je ne pouvais pas demander ça. Il y a eu d'autres conférences de presse à la NASA où on n'a rien fait parce que les chercheurs, ils font des conférences de presse au moment où ils publient, le matin même, la publication. Puis là, il n'y a pas un chercheur qui veut souligner, commenter ou... Alors, puis moi, j'avais tellement pas de temps, j'avais même pas le temps de sortir dehors. J'avais pas le temps de prendre un camion, me rendre à l'Université de Montréal, revenir à temps. Il avait fallu, puis moi, j'avais personne avec moi. Si j'avais un deuxième journaliste qu'on avait détaché, il aurait pu aller faire l'entrevue, revenir, mais j'avais pas le temps, deux, pas l'étude. Ça a été un communiqué du CERN, cette affaire-là. Donc, j'étais pris à le faire comme ça. Alors, ce qu'on voit là, c'est un des co-découvreurs, le premier, là, qui parle. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a vu l'étude et qui a pu en donner un commentaire. D'autres questions? Ben, en fait, c'est un commentaire, mais dans le dernier qu'on vient de voir, je trouvais que la partie sur le droit à McGill était plus complète que dans le premier. OK. Où on l'a dit, mais finalement, il y avait pas de conclusion. Alors que là, dans le deuxième, j'ai vraiment compris. Oui. À quoi ça sent? Qui est responsable? Qui serait responsable, dans le fond. C'est Oui. ça qui était comme. Fait que ça, moi, je trouvais que pour ça, dans le deuxième, c'était vraiment. En fait, et tu as tout à fait raison, il ne faut pas ouvrir des portes quand on n'a pas le temps de les ouvrir comme il faut. Ça, c'est universel en journalisme, en communication. C'est une erreur dans le premier direct, je n'aurais pas dû en parler parce que je n'ai pas dit pourquoi, à quoi ça servait, qui est la première question du journalisme, pourquoi on a un droit de l'espace.
C'est pour savoir qui est responsable de qui, si un satellite qui disparaît ou s'il tombe en classe ici. Est-ce qu'on est capable de poursuivre la compagnie? Parce que alors, il existe un droit de l'espace, il existe même un droit, il est complexe. Hein? Il y a un droit qui est propriétaire des planètes, des lunes. C'est tout un univers. Ouais. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous disait dans votre oreillette le deuxième coup. C'est sûr que la première fois, vous avez semblé dire que justement, il vous disait bon, c'est fini, arrêtez. Mais sûrement qu'ils vous ont laissé plus de latitude, ça avait l'air plus. Oui, alors, ça devait être une converse de 2 minutes. Encore une fois, hein, je n'ai pas fait le timing, mais c'est sûrement 5 minutes. Hein, on a parlé longtemps, 5 minutes. Quelquefois, Patrice, c'est pas la première fois, il décide, il répond pas. On a entendu 30, 20, 10, 0. Après ça, on n'a plus rien entendu parce que Patrice a décidé qu'il continuait. C'est lui chef d'antenne, hein, puis les rédacteurs en chef aussi. Puis moi, je suis bien heureux. Je ne veux pas me plaindre. On parle de science au téléjournal avec le reportage peut-être 8 minutes, 9 minutes. Alors, j'étais bien heureux que ça continue. On a eu d'autres sujets. J'ai fait une série sur le stress aussi où ça devait être 2 minutes, puis je pense qu'on a fait 9 minutes. Mais bon. Ça, c'est le syndrome de la science a priori c'est réverbative. Oui. Une fois qu'on se met le nez dedans, tout le monde est passionné. Puis, oui. Généralement, c'est pas rare. Je vais l'expliquer là, que ça dure plus longtemps que prévu. Parce que les gens en redemandent s'ils veulent comprendre. Oui. Ils sentent que c'est intéressant. Et puis c'est des nouvelles aussi où il y a beaucoup de contenu par rapport à une nouvelle, par exemple, je sais pas, en économie, où une fois que tu as dit qu'est-ce qui s'est passé à la bourse, ben voilà quoi. En science, il y a du contenu. Michel aurait pu en parler des heures du sujet. Puis c'est pour ça que souvent on est choyé comme journaliste scientifique parce qu'on traite des sujets drôlement intéressants. Et au téléjournal, je dois vous dire qu'ils sont très intéressés par l'espace. Ça fascine tous les chefs de pupitre, tous les journalistes, Patrice, tous les animateurs, parce que c'est quelque chose de fascinant. Tout ce qui est wow, tout ce qui est fascinant, qui sort de l'ordinaire, eux, ils voient ça comme un plus dans un bulletin de nouvelles, parce que ça nous sort du politique, de l'économique et du social, qui est le pain et le beurre du téléjournal. Alors moi, je sens que j'ai un rôle important à jouer parce que je les amène ailleurs, oui. Mais justement, je me demandais, un sujet, ça doit répondre à quels critères pour rentrer au téléjournal? Parce que, bon, on peut faire de la science à la découverte, mais pour le téléjournal, j'imagine, bon, je parle de l'espace, mais j'imagine qu'il y a des sujets plus particuliers qui sont plus intéressants. Écoutez, j'ai eu la chance, par exemple, j'ai fait deux sujets d'environnement ce printemps. L'environnement, on dirait que l'ensemble des médias s'essouffle un peu là, sur la poursuite des pollueurs et les grands concepts de réchauffement planétaire et tout ça. Ça me dirait que ça s'essouffle un tout petit peu. Moi, j'en fais et il passe, mais bon, je te dirais que c'est à peu près 10% de ma production. Il y en a un que j'ai fait qui n'ont jamais passé ce printemps. On a essayé de le remettre sur le menu, puis finalement, il n'a jamais été diffusé. Ça, c'est pas drôle. C'était la tortue molle à épines. C'est super cool. Beau reportage sur la réinsertion de cette tortue. Il en reste 400 à peu près là, dans le bassin de Richelieu, du lac Champlain, là où il y a eu justement les inondations. Et le zoo de Granby a tout fait pour moi. J'avais les yeux, on a pu filmer l'éclosion, la réinsertion, tout ça. Mais ils ne l'ont jamais passé. Alors, tu vois, l'environnement, ça dépend. Les sujets nature, ça dépend. Alors, je dirais 60-70%, c'est vraiment la santé. Puis un autre 30%, c'est véritablement espace, technologie, biotechnologie ou des choses d'éducation. J'aime beaucoup faire des trucs avec les jeunes, oui. Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment très, très collé sur l'actualité absolument? Est-ce que ça sort le sort parce qu'il y a eu quelque chose dans la journée ou comme c'est des sciences, c'est un peu plus... C'est vrai pour les événements? Je suis tellement chanceux qu'ils me laissent faire à peu près ce que je veux. Il y a des matins, je rentre, on m'oblige d'aller faire une conférence de presse du ministre Bolduc, j'y vais avec plaisir. Puis je trouve que aussi la politique du système de santé, c'est important qu'on en parle. Mais là, au-dessus, je suis en production actuellement pour une série sur le diabète. 3 reportages, 3 soirs différents sur la question du diabète. Alors ça, j'ai décidé de le faire parce que cette année, on a atteint le cap du 350 millions. Et je trouvais que c'est devenu une maladie tellement grave qu'il est temps qu'on en parle. J'ai fait il y a 2 semaines une série sur vivre à 7 milliards.
On a atteint le chiffre de 6 milliards. J'ai fait 3 reportages, 3 soirs différents, une thématique. Alors là, je suis détaché des nouvelles pendant 2 semaines. Et puis je vais à mon rythme, et puis je pars, puis je fais mes entrevues, puis je monte des reportages plus longs, 4-5 minutes chacun. Alors je pense que c'est payant comme ça dans la saison, en mosaïque, de faire des petites séries sur des thématiques et aussi suivre l'actualité. Et puis si jamais il y a quelque chose, je suis sur le diabète, mais si quelque chose de gros arrive, puis ils sentent vraiment le besoin, mais je vais arrêter ma production sur le diabète, puis je vais aller courir, puis aller faire le reportage sur place. Bon, ça répond un peu à ta question, là. Alors, c'est de jouer un peu sur tous les tableaux de ce que le téléjournal offre, parce qu'il offre encore des reportages plus longs. Ils sont ouverts à ce que je fasse des thématiques, ce qui est fantastique. Alors, puis aussi des nouvelles comme celle-là. Et là, en plus, je suis sorti de ça et j'ai fait un reportage pour le 22 heures, mais là, je pense qu'on va en avoir assez, là. Mais je répétais la même chose que je dis là. Alors finalement, ça a été une journée où tu sors, il est 8-9 heures le soir, tu es rentré à 9 heures le matin, tu as fait un 12 heures, tu étais vraiment dans une bulle, où tu as été dans l'adrénaline, dans l'action. Si la télévision vous intéresse, c'est un peu le message que j'ai à vous dire. C'est un univers dans lequel on doit procéder rapidement, avec souvent des moyens limités, mais souvent des moyens extraordinaires, pour faire passer de l'information scientifique. Maintenant, ce que nous, on déplore, et à la fois l'Association des communicateurs scientifiques, c'est le Canadian Science Writers, l'université ici, c'est qu'il n'y a pas encore assez de plateformes, de débouchés sur lesquels les journalistes scientifiques peuvent se produire. On aimerait bien que TVA en fasse, on aimerait bien, bon, Télé-Québec, à le cas de Chastenay, c'est extraordinaire, on souhaite que ça dure, parce qu'il faut qu'on en parle plus. Alors, c'est un peu aussi aux journalistes scientifiques à devenir des hommes et des femmes d'affaires et à de vendre leur sujet plus, oui. En fait, ma question, c'est comment vous avez commencé, comment vous êtes rentré à Radio-Canada? C'est quoi? Ah oui? Rapidement, moi j'ai une formation, j'ai étudié à McGill en physiologie, je suis physiologiste. Ensuite, j'ai étudié en cinéma à Concordia. Et quand je suis sorti de ces 2 aventures-là, il n'y avait pas beaucoup de débouchés en réalisation. Moi, je voulais être réalisateur au début. Alors, j'ai comme appliqué partout, puis j'ai pas de job, puis il y avait une ouverture à TVA pour un job qui durait 2 mois. Et puis j'ai appliqué comme journaliste. Et le premier reportage que j'ai fait, je suis tombé dans la marmite. C'est le journaliste qui est venu me chercher, c'est pas moi qui voulais être journaliste, j'ai jamais voulu être journaliste. Et puis là, ça va faire 30 ans, mais bon, j'ai fait, en fait, ce que j'ai fait 2 ans et demi à TVA, puis après ça, quand il y a un rapport de Radio-Canada, je suis entré. Au début, je faisais des affaires publiques, la politique, l'économie, mais j'étais à Ottawa. Puis je me suis rendu compte qu'à Ottawa, il y avait de la science, il y a des labos de recherche, il y a plein d'hôpitaux qui font de la recherche et tout ça. Je proposais à mon boss, j'ai créé mon emploi, c'est ce que je viens de vous dire, créez votre emploi, vous pouvez faire autre chose, mais je suis arrivé avec un petit projet de 3 pages, puis j'ai expliqué tout ce qu'il y avait à Ottawa. Il a regardé ça, il a dit, il y a tout ça à Ottawa, si tu veux faire ça. OK, on essaye, vas-y. Ça a duré 4 ans et demi. Les coupures ont fait en sorte que j'ai arrêté, mais j'avais une chronique, 5 minutes par semaine, je faisais des directs, je faisais des petites capsules de science. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme scientifique, puis je collaborais à Sciences Réalité à l'époque. Fait que je peux répondre à ta question. D'autres questions? Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté. Est-ce que ça vous donne envie? Oui. Oui, j'aurais pu vous présenter, j'en ai d'autres, on voit sur le terrain, là c'est un cas d'une journée studio, mais la majorité de mon travail, c'est sur le terrain, là. Je sors, je rencontre des scientifiques, je rencontre des médecins, je rencontre des patients, des biologistes, et c'est sur le terrain où moi, je trouve que je fais mon métier avec plus de passion, là, et à filmer des expériences, ça, c'est 90% de mon boulot là, sur le terrain. Il y a des journées comme ça qui étaient exceptionnelles, mais qui étaient un défi beaucoup plus de rapidité d'exécution, de capacité de mener 2 projets de front et de vulgariser verbalement les sujets. Mais je vous souhaite bonne chance. S'il y en a qui veulent entrer en journalisme scientifique, je les encourage grandement. Pour moi, ça a été une passion. Il me reste encore 10 ans. Je vais me défoncer pour les 10 ans qui restent.
C'est un métier qui est fascinant parce qu'on est payé pour apprendre, payé pour rencontrer des gens extraordinaires et on a le luxe de se tourner et de raconter ça à des milliers de personnes. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci de votre attention.